I won't look back when you're around. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Les images que vous venez de voir ont été filmées à Chambéry lors d'une course organisée par l'association Odyssea qui lutte contre le cancer du sein, justement en organisant ces courses et en récupérant des fonds via les inscriptions. L'année passée, à travers toutes les courses qui ont été organisées en France par Odyssea, ce sont plus d'1 million d'euros qui ont été donnés à la lutte contre le cancer du sein. Et cette année, ce sont plus de 15 courses qui ont été organisées à travers toute la France. Pour avoir plus d'informations, lien en description. Aujourd'hui, je vais vous évoquer un aspect qui est souvent assez méconnu et ignoré de la part du grand public. C'est la part de la psychologie dans la lutte contre le cancer, et plus particulièrement du coup, aujourd'hui, pour la lutte contre le cancer du sein. Mais avant d'en parler, je vais vous évoquer un peu rapidement le cancer du sein, ce que c'est, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez la femme, et c'est également celui qui cause le plus de décès par cancer chez la femme en Occident. Il faut savoir que durant toute sa vie, environ une femme sur 8 sera concernée par ce cancer. Il touche également les hommes, mais comme ça concerne moins d'1% des cas de cancer du sein, je ne vais pas les évoquer aujourd'hui. On estime qu'il y a environ plus de 50 000 nouveaux cas par an de cancer du sein et plus de 12 000 décès à cause de cette maladie en France. L'âge moyen de diagnostic, il est à environ de 61 ans, mais il peut y avoir des cas qui sont beaucoup plus jeunes. Comme pour beaucoup de cancers, on ignore les causes exactes de la maladie. Mais cependant, on connaît quelques facteurs de risque du cancer du sein. Typiquement, ça va être l'âge, des facteurs génétiques, des antécédents personnels de cancer du sein, un tissu cellulaire du sein qui est plus dense, on peut avoir une consommation d'alcool qui est plus importante, on peut avoir une exposition aux oestrogènes qui est plus importante, on a aussi la masse corporelle, le traitement hormonal substitutif de la ménopause ainsi que la pilule, et ainsi que des facteurs de risque professionnel d'exposition à des substances potentiellement cancérigènes ou alors à des perturbateurs endocriniens. Le meilleur moyen de prévenir la maladie et d'être donc diagnostiqué le plus tôt possible, c'est d'avoir conscience des symptômes de ce cancer. Et ça passe notamment par ce qu'on appelle l'auto-examen. Je vous mets en fiche, donc ça va être par ici si je ne me trompe pas, une vidéo vers la chaîne de Dans ton corps qui a fait justement une vidéo sur l'auto-examen et comment ça se pratique. Les symptômes qu'on peut détecter via l'auto-examen pour ce cancer du sein, ça va être notamment un tissu épaissi ou alors une bosse du sein ou alors de l'aisselle. On retrouve potentiellement également une douleur dans le sein qui n'est pas liée au cycle menstruel. On peut également avoir une peau qui est rougie ou qui semble avoir été piquée, une éruption cutanée qui apparaît sur ou en dehors du mamelon, ainsi qu'un écoulement du mamelon qui est anormal et qui peut potentiellement contenir du sang. Si vous constatez un de ces symptômes, n'hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec votre médecin. Ce n'est peut-être rien, mais c'est peut-être potentiellement un cancer du sein. Et plus vous êtes dépisté tôt, et mieux c'est pour la suite du traitement. Pour faire la différence entre quelque chose qui est bénin et quelque chose qui relève d'une tumeur et potentiellement d'un futur cancer du sein, il y a différents tests qu'on peut pratiquer, que ce soit de la palpation par un médecin, en passant par une biopsie, ou alors on peut faire de l'imagerie également. En termes de traitement, c'est également la même chose, on a différentes possibilités. Mais là aussi, plus on en utilise des différents et plus c'est efficace. On retrouve comme quasiment tous les cancers des traitements assez classiques comme de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou alors de l'immunothérapie. Mais on a également des traitements qui sont plus spécifiques au cancer du sein. On va avoir notamment de la chirurgie qui a pour but de faire une ablation d'une partie du sein qui en fait contient la tumeur. Et également de l'hormonothérapie qui a pour but en fait d'éviter la récidive après. Ces traitements ne sont pas anodins, ils ont tous des effets indésirables qui sont conséquents et qui sont impactants. Le type de traitement qu'on va donc faire, il se fait donc en concertation entre la patiente et son médecin et également en fonction du type de cancer qu'elle a. Avec un traitement, si la patiente est diagnostiquée en stade 0 ou 1 de son cancer, c'est-à-dire en gros au tout début du développement de la maladie, ses chances de survie sont d'environ 100%. Par contre, si la personne est diagnostiquée
En stade 4, c'est donc quand le cancer a métastasé et s'est donc répandu dans tout l'organisme. Ses chances de survie dans les 5 prochaines années sont d'environ 22%. C'est donc là tout l'intérêt de se faire dépister le plus tôt et donc de pratiquer l'auto-examen quotidiennement. Et là, encore une fois, je vous ramène à la vidéo de Dans ton corps. Je sais que je ne suis pas du tout rentré dans le détail de ce qu'est le cancer du sein. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, lien dans la description. À présent, voyons ce qu'apporte la psychologie dans la lutte contre le cancer du sein. La psychologie, elle apporte des informations à chaque étape de la maladie, que ce soit au niveau de l'apparition des symptômes, au moment du diagnostic, pendant le traitement ou pendant l'après-traitement. Tout ça, en fait, correspond à la prévention, qui est découpée en 3 parties. On a d'abord la prévention primaire, où en fait on prévient l'apparition de la maladie et où on promouvoit les bons comportements de santé. Ensuite, on a la prévention secondaire, qui a pour but de dépister et de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible et donc ainsi d'éviter une aggravation de maladie. Et enfin, on a la prévention tertiaire qui a pour but d'améliorer la vie du patient pendant le traitement ainsi que pendant l'après-traitement et donc le retour à la vie normale. Et enfin, pour terminer, on a la prévention tertiaire qui a pour but d'améliorer la vie du patient pendant le traitement et pour finalité d'éviter au possible la récidive. Plus la prévention apparaît tôt et plus elle est efficace. C'est le principe du mieux vaut prévenir que guérir. Prenons maintenant étape par étape la prévention. La prévention primaire, elle est là pour éviter l'apparition de la maladie. Typiquement, un exemple, ça va être les campagnes de prévention autour du tabagisme ou alors autour de l'alcool au volant. Dans la prévention primaire, on va également comprendre quels sont les facteurs de risque qui donc sont liés à l'apparition de la maladie, ainsi que promouvoir les bons comportements de santé. Dans le cas du cancer du sein, on connaît des facteurs de risque d'apparition de maladie. Cependant, on ne connaît pas réellement de facteurs de protection. En fait, en réalité, ces facteurs de protection, ce sont souvent des absences de facteurs de risque, comme par exemple une absence de consommation d'alcool. Donc, je dois bien vous avouer que dans le cas des cancers, la psychologie n'apporte pas trop d'informations sur les facteurs de risque. Au-delà de certains facteurs qui sont déjà connus, comme une consommation de substances ou alors un stress chronique. La seule chose que je pourrais vous dire concernant la psychologie dans la prévention primaire, c'est qu'elle est importante pour fabriquer, on va dire, les campagnes de prévention. Et donc, travailler autour des croyances de vulnérabilité, de gravité, ainsi que de coûts autour de la maladie. Mais là, vu comme ça concerne le diagnostic, on en parle dans la prévention secondaire. Le but de la prévention secondaire, c'est de diagnostiquer le plus tôt possible la maladie, afin d'éviter donc une aggravation de la maladie. Donc là, la psychologie, elle va jouer sur 2 choses, les comportements et les croyances. Dans le cas du cancer du sein, les comportements de dépistage vont être la palpation du sein, c'est-à-dire l'auto-examen. Et c'est super important parce que c'est le comportement le plus efficace et le plus rapide pour dépister une potentielle maladie. On ne passe pas par des médecins, ça se fait soi-même au quotidien et ensuite si on détecte une anomalie, on prend rendez-vous avec notre médecin qui va alors lui confirmer ou pas un potentiel risque. À présent, il faut se pencher du côté des croyances du cancer du sein. Il faut savoir que sur la tranche des femmes de 50 ans à 74 ans, il y a un peu plus de 50% des femmes qui se font dépister. Et on sait qu'un des facteurs qui joue sur le pourcentage de dépistage chez ces femmes, c'est le milieu social. Globalement, les milieux sociaux où il y a le moins de dépistage, ce sont les milieux les plus défavorisés et les milieux les plus favorisés. Et tout ça, ça s'explique à cause des croyances autour du cancer du sein. Chez les plus défavorisés, on a la croyance que ce dépistage, il a un coût et que eux n'ont pas les moyens de faire justement ce dépistage. Pourtant, le dépistage, il est gratuit. Chez les plus favorisés, on a la croyance que ce cancer du sein, c'est un cancer social, et que ça serait dévalorisant de justement l'avoir. Pourtant, honnêtement, le cancer du sein, il regarde pas trop votre porte-monnaie avant d'apparaître. On a aussi un autre facteur qui explique, on va dire, un faible taux de dépistage, ça va être la peur et l'anxiété autour du dépistage. En fait, ça s'explique par une croyance que si on se fait dépister, c'est parce qu'on a la maladie. Pourtant, si ça serait réellement le cas, ça signifierait que plus de 50% des femmes de plus de 50 ans auraient un cancer du sein. Sauf que ce n'est évidemment pas du tout le cas. Il faut savoir que sur 5 dépistages qui sont effectués, il y en a 4 qui sont bénins. Donc là, la psychologie, elle apporte tout un ensemble d'outils et de connaissances pour travailler sur ces croyances. Enfin, la peur autour de l'examen s'explique également par les images qui sont habituellement véhiculées autour du cancer et notamment autour du traitement. Que notamment s'il y a de la souffrance, ça peut être une image de mort,
le traitement il sera lourd. Et dans le cas du cancer du sein, c'est encore plus important, tout simplement à cause des effets indésirables du traitement. Et justement, en parlant de traitement, on va parler de la prévention tertiaire. Les objectifs de la prévention tertiaire sont clairs. Améliorer la vie du patient pendant tout le traitement et éviter la rechute. Et comment vous dire que les conséquences du traitement sur la psychologie de la patiente ainsi que de sa famille sont très importantes. Comme tout cancer, en termes de traitement, on a généralement une chimio. Et qui dit chimio dit notamment une perte des cheveux. Pour une femme, les cheveux représentent une part de l'identité de genre. Et donc, si le traitement fait perdre les cheveux, on attaque indirectement l'identité de genre. Et c'est pas fini parce que un des autres traitements qui est classique dans le cancer du sein, ça va être la chirurgie. La chirurgie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ablation partielle, voire potentiellement totale du sein. Et bah la rebelote, on s'attaque encore une fois à une image de l'identité de la femme, le sein. Et même s'il est vrai que la chirurgie réparatrice fait des progrès, on va pas se mentir, ça ne fait pas des miracles. Et dans tous les cas, ça n'enlève pas non plus le fait qu'une partie de notre identité, que l'identité de la femme est enlevée dans le cas de la chirurgie. Donc, comme le traitement s'attaque directement à l'identité de genre de la patiente, les conséquences psychologiques sont importantes. Mais c'est également le cas pour la famille. Et tout cela a donc des conséquences sur l'estime de soi, mais donc également dans les relations sociales. De base, dans les cancers, l'environnement familial a une importance énorme, tout simplement parce qu'il faut que le patient ou la patiente sente que son environnement social soit justement là pour l'encourager. Et dans le cas du cancer du sein, son importance elle est un peu double finalement, tout simplement parce qu'il y a la phase de traitement, donc là comme dans tous les cancers, il faut que l'environnement soit présent, mais il faut également que l'environnement soit présent, tout simplement parce qu'une part de l'identité de la patiente est affectée dans le cas du cancer du sein. Et donc, comme l'environnement familial doit être très important, il est honnêtement conseillé pour lui de se faire suivre par un psychologue afin d'avoir tous les outils à sa disposition pour être le plus fort possible et le plus soutenant possible pour la patiente. Et donc, pour toutes ces raisons, que ce soit pour la patiente, mais également pour l'environnement familial, il est important de se faire suivre et accompagner par un psychologue. Après, c'est toujours pareil, honnêtement. Ça dépend de la patiente ainsi que de comment elle se sent dans le traitement, mais honnêtement, c'est toujours un plus de se faire suivre par un psychologue. Il faut savoir que les psychologues sont présents dans les services hospitaliers. Il faut donc pas du tout hésiter à aller vous renseigner auprès d'eux. Ils sont là pour ça. Vous pouvez également aller vous renseigner auprès de votre médecin ou alors directement aller voir en libéral. Mais je dois bien vous avouer qu'à titre personnel, j'irais plutôt voir les psychologues dans les hôpitaux tout simplement parce qu'ils sont habitués à ce genre de demande. Et ils sont donc, on va dire, plus efficaces pour ça. Le type d'aide qui vous sera apporté, ça sera soit en groupe, soit seul. Et dans tous les cas, ça vous sera adapté. Bon, maintenant qu'on a vu le traitement, il faut voir une autre partie de la prévention tertiaire qui est l'après-traitement. Et comme avec ce type de maladie, on n'en ressort jamais le même qu'avant, il faut donc se faire suivre par un psychologue. Du moins, un soutien psychologique sera toujours le bienvenu. Et si vous êtes bien accompagné par un psychologue ou un autre médecin du type, et que vous êtes bien entouré par votre environnement familial, honnêtement, il n'y a pas de raison que l'après-traitement se fasse mal. Le retour à la vie sera compliqué, ça je ne le dis pas, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Dans tous les cas, n'oubliez pas que le corps médical, il est là pour vous accompagner. Et c'est vrai que même si après le traitement, une fois que le corps médical a fait son travail, il semble y avoir une diminution de la communication avec le corps médical ou qu'il vous délaisse, en fait tout simplement l'équipe psychologique est là pour prendre le relais de l'équipe médicale quand elle a fini son travail. Je sais que je me répète, mais c'est important. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des services hospitaliers pour prendre rendez-vous avec un psychologue. Même si ça ne dure qu'une séance, au moins vous saurez toujours toutes les informations. Sur ce, je pense avoir fait le tour de ce qu'apporte la psychologie dans la lutte contre le cancer du sein. N'hésitez pas à regarder en description, vous y retrouverez une tonne d'informations et de liens autour du cancer du sein. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça me semble important, tout simplement parce que à partir de 20-25 ans, il est important que les femmes soient au courant de ce qu'il faut faire, notamment via l'auto-examen. N'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais ça vous intéresse pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine.